Aujourd'hui, dans cette édition Actualité du Vélo Geek Podcast, on analyse plus en profondeur un nouveau modèle de pédale plateforme ayant une liberté de mouvement angulaire. On se penche également sur les tendances des vélos des professionnels à avoir des guidons d'influence gravel. Et aussi dans l'actualité, est-ce qu'on s'approche d'une interdiction de vente de beaucoup de modèles de vélos électriques? Aujourd'hui, je m'entretiens avec mon collègue et ami Jacques Sénéchal, qui est l'éditeur en chef du magazine Vélomag. Bienvenue dans le Vélo Geek Podcast. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Vélo Geek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec, disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levélomag.com. Jacques, avant qu'on commence, j'aimerais ça quand même te remercier et en ton nom et au nom de Vélomag de vraiment embarquer dans ce nouveau projet. Fait que je tiens vraiment à te remercier au départ. Puis on va commencer directement dans le vif du sujet. T'es prêt? Ouais. On va se poser la première question qui est-ce que du float sur les pédales plateformes, ça serait bénéfique? Pourquoi? Parce que dans le fond, dans l'actualité, ce que j'ai vu récemment, c'est qu'il va y avoir les pédales plateformes de la marque 8 Degrees qui va permettre, un peu comme les pédales automatiques, finalement, d'avoir 8 degrés de float, finalement. 8 degrés de liberté de mouvement. Toi qui es un cycliste de montagne, qu'est-ce que t'en penses? J'avoue être assez dubitatif. Pour faire un rapide portrait, moi j'ai eu l'occasion d'essayer beaucoup l'année dernière justement pour faire un article sur le sujet des pédales plateformes, en me disant qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui roule habituellement avec des pédales à clip finalement passe à ce genre de produit. Je ressentais le besoin d'essayer ça et de motiver ça. Bon, ce que j'ai aimé d'abord, c'est ce côté, évidemment, ce que tout le monde cherche, ce côté de liberté de mouvement, etc., etc. Ça, on connaît les détails. En allant un petit peu plus loin, je me suis mis à travailler plus mes appuis, c'est-à-dire à mettre un peu plus de pression sur les pédales, puisque mon pied n'était pas accroché. Je me dis, ah ouais, tiens, il faut quand même que je reste en contrôle de mon vélo, et puis par les pieds, c'est indispensable. Donc, je travaillais mes appuis sur les pédales, et puis, en fait, contrairement à mes pédales à clip, j'étais obligé d'y penser. Alors c'est une bonne chose parce que finalement on se positionne mieux et on a toujours cet effort-là de pression sur les pédales pour bien se positionner. Je me disais, c'est quelque chose que je vois aussi, moi aussi, au niveau positionnement. Des fois, j'ai certaines personnes qui vont avoir des pathologies, des inconforts, des douleurs aux genoux qui, quand ils vont arriver sur des plateformes, parfois ça peut être retiré parce qu'il y a une liberté de pouvoir vraiment mettre son pied à un endroit n'importe où ce qu'on veut. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment applicable au niveau des pédales à la plateforme, définitivement. Mais dans ce cas-là, le fait d'avoir des pédales qui ont un mouvement latéral, c'est comme je me disais, tiens, on veut toujours le meilleur de plusieurs mondes. La pédale à clip a des avantages, la pédale plateforme a des avantages. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour avoir les avantages des deux types de pédales? Est-ce que ça serait possible? L'idée est légitime, je me dis, après tout, pourquoi pas? Mais l'espèce d'argument de dire, tiens, le mouvement latéral sur des pédales plateformes où on a quand même une certaine liberté de mouvement, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que, concrètement, la liberté de mouvement, y compris de mouvements latéraux, est-ce qu'on l'a pas automatiquement finalement parce que le pied n'est pas fixe? Ben finalement, c'est qu'il y a une liberté de choisir la position sur la pédale plateforme, mais ultimement, une fois qu'elle est là, cette position est fixe, contrairement à une pédale automatique, disons, traditionnelle, où il va avoir un... Et aussi, je trouve légitime l'idée pour certaines personnes de vouloir avoir un mouvement, parce que je suis le premier que les pédales automatiques qui seraient sans
aucun float, des cales zéro float fixe. Je ne suis absolument pas un fan de ça. C'est quelque chose qui va souvent venir avec des problèmes de genoux. Donc, oui, je peux y voir vraiment un avantage par rapport à ça. Ouais. Je ne sais pas si plusieurs cyclistes de montagne qui recherchent vraiment peut-être d'être plus, avoir une sensation d'être connectés au vélo vont apprécier. Mais ultimement aussi, moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même différent comme float qu'une pédale de route ou une pédale de montagne. Pourquoi? Ouais. Parce que finalement, une pédale normale, disons qu'on va mettre un même 8 degrés. Le mouvement va être libre à l'intérieur du 8 degrés. Si on est plus d'un côté ou plus de l'autre, il n'y aura pas de pression qui va avoir tendance à nous ramener centré. C'est l'avantage. C'est là que, et ça devient un peu difficile à faire, je pense, pour une pédale plateforme, c'est qu'il va y avoir un peu des ressorts dans cette plateforme-là. Donc, si on sort du centre, il va toujours, et c'est là que j'aimerais essayer pour voir à quel point les ressorts sont forts pour le ramener vers l'intérieur. Il y a toujours, dans le fond, des ressorts qui veulent ramener le pied au centre. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a cette nuance-là qui ne sera pas identique d'une pédale automatique. Ben, il y a le truc aussi, il y a la question mécanique. Si je me suis posé la question, c'est comme l'histoire du dérailleur avant en vélo de montagne. Là. Finalement, on rajoute un élément mécanique qui potentiellement peut être fragile sur l'axe. Là. Bon, ça existe, ça se fait et tout, mais c'est un autre élément qui peut être problématique. Bon, ça c'était pour moi le non. Est-ce que je ressens ce besoin impératif d'avoir ce mouvement latéral ou est-ce que je suis capable de m'en passer? Je pense que c'est à chacun de jouer, à chacun de savoir ce qu'il veut faire là-dessus. Mais alors, c'est quoi la réponse? Est-ce que j'achète ce type de pédale avec ce mouvement latéral où j'ai un risque de problème mécanique supplémentaire? Ou alors, est-ce que je choisis, suivant le terrain, de prendre des pédales si je veux vraiment le mouvement latéral puis avoir le pied fixe, je vais prendre mes pédales à clip, notamment dans des terrains si je fais par exemple une course où je veux vraiment pas manquer avoir le plus d'énergie possible. Enfin, tout ça c'est discutable, mais je vais y aller avec mes pédales à clip, il va rouler comme ça, j'aurai le mouvement latéral, mon pied sera bien fixe et tout. Si je veux avoir un peu plus de liberté, par exemple dans un terrain technique, ce côté un peu safe où on se dit bah tiens, je vais pouvoir poser un pied plus rapidement, je me sens moins prisonnier de mes pédales, je vais utiliser mes pédales plateforme. Alors on se retrouve encore dans une situation où il faut choisir ses pneus, il faut choisir sa pédale, il faut choisir qu'est-ce qu'il va falloir choisir encore? C'est un peu, c'est pour ça que je suis dubitatif un peu. Je trouve ça un peu. Ouais, je pense qu'ultimement aussi, je pense pas que c'est nécessairement un produit qui va révolutionner le genre ou qui va faire une grande percée sur le marché. Je pense pas qu'il y a tant de besoins que ça là-dessus. Mais je pense quand même qu'il peut avoir un certain niveau, justement, bon, disons justement, des personnes qui veulent un vélo de montagne, mais qui ont surtout ceux qui ont des problèmes au niveau des genoux, qui peuvent avoir des douleurs au niveau des genoux. Oui, tout à fait, ouais. Et qui veulent pas, et qui se sentent pas en sécurité, ou qui préfèrent justement la liberté d'une pédale à plateforme. Parce que si quelqu'un qui a des problèmes de genoux, ben justement, oui, la pédale à plateforme permet de plus adapter le pied. Ouais. Mais tu sais, est-ce que cette clientèle-là, est-ce qu'elle est assez grande pour faire avoir que ce produit-là soit viable? Ouais. Ben parce que la pédale plateforme, elle demande un effort, en fait. D'un certain côté, on peut se dire « Ah ouais, c'est super pour les gens qui débutent le vélo de montagne, parce que le pied est libre. » C'est vrai. Mais d'un autre côté, la pédale plateforme, il faut faire l'effort de bien positionner son pied, de maintenir la pression. C'est-à-dire, il faut y penser, contrairement, quand ton pied est fixé, tu n'y penses pas nécessairement. Mais quand ton pied peut se promener, là, faut que tu y penses. Faut dire, ah ben tiens, faut que je reste bien correctement sur mes pédales. Et c'est au bout de... Je te dirais, par expérience, moi, la pédale plateforme, mes premiers essais,
je me sentais pas si libre que ça finalement. Puis c'est au bout de quelques sorties que j'ai mis la bonne pression, que mon pied se positionnait correctement à chaque fois, que je me suis un peu arraché le mollet avec les picots. Enfin bon, ça c'est une autre affaire. Mais c'est tout ça. Donc ça demande aussi un effort. Alors est-ce que je vais choisir, qu'est-ce que va m'apporter en plus le mouvement latéral? Je suis d'accord avec toi. Quelqu'un qui justement au niveau de la cheville ressent ce besoin-là de mouvement, oui, ça va être bien. À la limite, quelqu'un qui a la cheville un peu raide, il pourrait se dire, ah ben tiens, comme ça, le mouvement latéral va accompagner beaucoup plus facilement ma cheville raide. Ben, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Je ne sais pas. C'est toi le technicien après tout. Ben, c'est ça. Et puis les pédales à plateforme, idéalement, c'est ça. C'est que oui, on n'a pas besoin d'y penser. Ouais. En contrepartie, par contre, justement, c'est de là que l'installation et la position d'origine, c'est que si elle est mal placée, on y pense pas, mais on est pris à rester dans cette position. Ouais. Et c'est souvent quelque chose. Donc, c'est toujours la on nuance. On n'a aucune marge de manœuvre. On n'a aucune marge de manœuvre. Non, c'est clair. Donc, je pense que, ultimement, si on avait à dire, moi, je suis le premier à, même si 99% des clients que je vois ici, et moi aussi, roulent avec des pédales automatiques. Ouais. Je pense quand même qu'il y a un marché et que c'est ce que disons, on dit en anglais on dit underrated. On dit dans le fond que ça c'est sous-estimer les pédales à plateforme pour bien des cyclistes. Ouais. Il y a toujours la solution aussi. Il y a un autre modèle, c'est les pédales aimantées finalement, ou la pédale plateforme où pouf, ton pied va se coller sur la pédale. En sachant que tu les as essayés? Non, je les ai pas essayés. J'avoue, je serais assez curieux. Ouais. Parce que finalement, c'est juste un aimant, et puis il n'est pas si fort que ça. Donc ça veut dire qu'à certains moments, on doit perdre l'avantage de la pédale. On n'est pas sur une pédale à clip parce que l'aimant il n'est pas si fort que ça. Puis enfin. Mais je serais curieux aussi de les essayer parce que j'avoue que je les ai pas essayés parce que moi en vélo de montagne, quand je cours en vélo de montagne, oui, j'étais en pédale automatique, c'est ce que je préfère. Mais il y a un système comme MagPed qui va être justement avec des aimants. Ben là, quand je parlais justement de float qui était plus libre, qui n'était pas limité ou qui n'essayait pas de nous ramener au centre, ben potentiellement qu'un système comme ça, on pourrait arriver à un float qui serait plus similaire à un système clip. Justement à clip finalement. Ouais, tout à fait, avec évidemment, ben oui, le fait d'être plus... d'avoir une position qui va être moins libre de choix. Qu'avec des pédales. Ah ouais, faut vraiment que tu te positionnes correctement pour mettre les aimants en contact. Puis je me pose la question aussi, avec les mouvements du vélo, des fois ça va décrocher, puis pouf, des fois ça va raccrocher, sans que tu le veuilles nécessairement. Enfin, ce sera essayé, effectivement. On passe à notre deuxième sujet? Ben oui, allons-y. Bon, pour mettre en contexte dans le fond, est-ce que on va bientôt voir, tu crois, des guidons de gravel autour de France? Je sais pas si ce sera des guidons de gravel, mais c'est sûr que... D'inspiration gravel. Ouais, c'est sûr que l'industrie va s'adapter à cette nouvelle réglementation. Oui. Ça, pour mettre en contexte, mettre en contexte, mais on voit que c'était déjà une tendance quand même dans les années précédentes d'avoir des guidons de route avec de l'évasement, si on veut, finalement que la largeur au niveau du bas du cintre était plus large qu'au niveau du haut du cintre. Bon, en gravel, on sait que c'est d'un point de vue d'avoir, les mains pas trop larges dans le haut, mais d'avoir vraiment un maximum d'effet de levier latéral. En route, c'est plus une question d'aérodynamisme, d'aller chercher une question sur les leviers, justement, beaucoup plus étroites, plus aérodynamiques. Donc, c'est quelque chose qu'on voyait déjà chez BMC. Envy faisait aussi des guidons comme ça. Mais là, il y a quelque chose qui vient un peu de tout changer dans les dernières semaines, c'est les nouvelles réglementations. Des leviers vers l'intérieur, on a vu plusieurs pros justement les rouler très 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 vers l'intérieur pour aller chercher des appuis le plus étroit possible. Et le raisonnement que l'UCI donnait était beaucoup au niveau de sécurité, qui disait, bon, si le levier n'est pas aligné avec la position dont le guidon a été conçu, il peut avoir des potentiels problèmes au niveau de la sécurité, au niveau des bris. Donc, c'est là que plusieurs compagnies sont arrivées avec, disons, des solutions
ingénieuse pour Ouais, pouvoir c'est ça. contrer cette... Donc, c'est d'arriver avec un guidon finalement de gravel et de mettre la forme naturelle très, très, très Ouais, prononcée avec un gros, gros, gros flair de guidon pour ouais. avoir les leviers, dont j'ai un modèle ici en particulier qu'on mettra une photo, qui est le Toots Racing HARR, qui va avoir les guidons, disons, la distance entre les deux intérieurs des leviers, qui peut être aussi étroit que 15 centimètres. Est-ce que tu voudrais faire du vélo avec un guidon d'avoir une largeur de 15 centimètres? Hi. En fait, euh, puis cette espèce d'étroitesse aussi, je pense que ça va aller vers ça de plus en plus au niveau du guidon, parce que Ouais. l'UCI veut réglementer aussi l'étroitesse des guidons. Il veut pas, bon, bref. Mais euh, moi, je me pose la question, à la limite, je plains les commissaires. Sans déconner, les commissaires, là, avant une course, là, ils vont avoir une méchante job. Entre la longueur des bas, le guidon, puis tous les éléments techniques. Alors, alors est-ce que c'est tout à fait jouable dans un certain nombre de courses? Est-ce qu'il y a le potentiel de vérifier tout ça? Dans certaines courses, oui, parce qu'il y a assez de commissaires, parce que, etc., etc. Dans d'autres, c'est une autre affaire. Donc, on va aller vers des choses qui sont pour les coureurs en se posant la question est-ce que c'est est-ce que est-ce que ce sont les coureurs qui sont les plus à risque d'accident par rapport à cette question-là? Moi, je reste toujours admiratif des pouvoirs acrobatiques des coureurs qui sont capables de se positionner de manière on vise pas le confort comme nous, pauvres mortels. Non. Et eux visent effectivement la performance et effectivement de pouvoir se positionner sur le guidon de cette façon-là, avoir un appui et puis pouvoir rejoindre les manettes. C'est facile pour eux parce qu'ils ont la souplesse, parce qu'ils ont l'entraînement, parce que c'est leur Mais ça job. demeure quand même, ils ont les habilités, mais ça Ben ouais, demeure que mais moi, à ces largeurs-là, moi, j'ose croire ouais. que la UCI va légiférer. Je pense pas que c'est quelque chose que ces produits-là, on va en voir tous les pros rouler. Je pense que la UCI va rentrer et commencer à mettre des règles plus sévères, parce que là, on commence, même s'ils sont qui ont des capacités meilleures que toi et moi et que 99,9% des cyclistes n'en demeure pas moins que 15 centimètres de large un guidon. C'est pas large. Même parmi les meilleurs coureurs, ça va Ouais, toujours devenir un problème pour moi au niveau de la sécurité. ouais, Puis c'est parce que ils mettent des règles aussi, effectivement, parce que dans le fond, pour contourner la règle, c'est que selon les règles, c'est que c'est 35 centimètres au minimum que les guidons ouais. doivent être. Mais c'est mesuré aux endroits les plus larges. Donc, évidemment, c'est qu'on peut avoir 35 centimètres dans les drops, dans le bas. Ben oui, mais Mais pas en haut. Pas en là, haut, c'est ouais. la conduite dans le Ouais, haut qui va devenir vraiment, pour moi, ouais. un problème. Et j'ai de la misère à croire que la UCI va pas vraiment arriver avec peut-être... Est-ce que ça sera pour l'année prochaine? Parce que c'est dur de faire vraiment une méthodologie de faire de mesure, Mhm. évidemment, parce qu'on le voit, ils ont essayé de... Bon, ils sont arrivés avec un outil pour mesurer les angles de levier, et évidemment, ben là, toutes les compagnies, des compagnies guidons sont arrivées avec des façons un peu de De contourner contourner ces ça. outils-là. Ouais, ouais. Donc, est-ce que ça va vraiment continuer? Mhm. C'est ce que j'ai hâte de voir, mais je peux pas croire que la UCI va permettre ça encore très longtemps. Ben, le truc, c'est que en fait, c'est une réglementation qui va pas être finalement pour les coureurs, mais ça va être pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent limiter les coureurs. Et Ben, ça va être finalement, pour les parce que, coureurs. Ça va être pour les coureurs pour moi parce que d'une façon, c'est tellement un avantage au niveau aérodynamique que ouais, si on le fait pas, même si on le sait que c'est dangereux, si on le fait pas, on perd l'avantage compétitif. Donc, ouais, ils vont l'utiliser à contre, un peu comme les aérobars en gravel. Il y en a plein qui ouais, disent ça devrait être banni en gravel bike d'utiliser des aérobars en course pour d'un point de vue sécurité. ouais. Mais tant que c'est pas banni, il va continuer à avoir des gens qui vont l'utiliser à cause de l'avantage au niveau performance que ça amène. Donc je pense que ultimement, c'est que je pense que même les coureurs ultimement aimeraient peut-être que ce soit banni pour un peu Mhm. égaliser, remettre de la sécurité, mais sans avoir à
en égalisant dans le fond le niveau de performance. Ben, ouais. On arrive aux mêmes questions, quoi. Mm. Je ne sais pas si tu te rappelles quand il y a eu les premiers freins à disque en route. On arrive à cette même situation finalement. Ouais. Est-ce qu'on pense à la sécurité des coureurs? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les avants, on pèse le pour et le contre. Et puis, il y a cette espèce, comme on disait au début de notre conversation, cette espèce de facilité qu'ont les compagnies à contourner le problème, là. C'est-à-dire oui, il va y avoir une réglementation, mais on va arriver à un trou dans la réglementation où les compagnies vont se glisser. Alors, puis moi, je pense que c'est pas un avantage pour les consommateurs non plus. Parce que si on regarde, on revenait à l'aspect du confort. Moi-même, le premier, étroit comme ça, c'est sûr que d'un point de vue confort, ils le subissent, cette position-là, parce qu'ils doivent le faire. Mais c'est pas quelque chose qui va être bon pour le confort. Et même le flair, moi je suis le premier que... J'en ai parlé, des guidons avec l'évasement, présentement, il y a encore même au niveau gravel bike, c'est un problème d'un point de vue confort aussi, parce que les leviers sont conçus pour être installés normalement parallèles, à l'exception des GRX chez Shimano. Donc dès qu'on les met vers l'intérieur, l'appui est moins bon. L'appui, il est moins direct, effectivement. Non, donc souvent, on va savoir que soit les poignets cassés, soit je suis le premier, moi, si je prends des guidons avec de l'évasement, je viens avec des douleurs aux épaules que j'ai absolument pas normalement. Donc, c'est là aussi que d'un point de vue, vraiment, au niveau du public, c'est... Et ça, je le ramène parce que souvent, je vois ça. Ceux qui veulent regarder les positions des pros pour s'inspirer de... Ils se disent, si les pros le font, c'est ce que je devrais avoir comme position ou comme équipement. Ouais, mais c'est vraiment pas la bonne idée. C'est carrément utopique. Imagine quelqu'un qui est payé pour s'entraîner un certain nombre d'heures dans la semaine versus... je reviens encore aux pauvres mortels que nous sommes, qui faisons du vélo finalement, même si on en fait beaucoup, on n'en fait pas tant que ça, on n'a pas la souplesse, on n'a pas toute cette flexibilité là puis on n'a pas non plus les mêmes objectifs. On a une job. La job des coureurs, c'est effectivement d'être le plus aéro possible pour aller le plus vite possible et de gagner des courses. C'est un peu moins notre réalité, on va dire, quoi. Donc toi, est-ce que tu penses que au jour où on est rendu au Tour de France, est-ce que tu crois que ces guidons-là, dont on va faire le lien justement pour qu'on a vu apparaître dans les dernières semaines, est-ce que tu crois qu'on va le voir rendu au Tour de France? Est-ce que tu crois que les coureurs vont l'adopter ou est-ce que tu crois que la UCI va les rendre illégales? Ben, je pense que les coureurs vont l'adopter, honnêtement. Ça risque d'arriver. Ben, ça risque, oui, c'est le risque. Et puis, effectivement, même si c'est des acrobates, il faut quand même essayer de diminuer les courses, puis diminuer les risques. Et c'est toujours pareil. Quels sont les choix en matière de risque qu'on prend? Est-ce qu'il faut mieux aller vers ça que mieux contrôler, par exemple, certaines arrivées de course où les arrivées sont vraiment très mal faites, où il y a vraiment des risques d'accident aux arrivées de course? Quel serait le meilleur choix de la part de l'UCI, justement, quand on fixe l'objectif d'améliorer la sécurité des coureurs? C'est une question qui sera toujours un peu... parce que on a vu des arrivées de course l'année dernière c'était coton, là, c'était ouf. Mais est-ce qu'il faut pas mieux travailler dans cette direction-là? Je sais pas. C'est une excellente question. C'est juste une petite question comme ça, là. C'est une question ouverte. Innocente. Donc, si on change de registre un peu et qu'on passe de la performance au vélo électrique, finalement, pour notre troisième topo d'aujourd'hui, dans le fond, est-ce qu'on s'en va vers l'interdiction de beaucoup de vélos électriques? Donc, pour mettre en contexte, la gouverneure de New York veut passer une loi qui serait vraiment dans tout l'État de New York pour rendre illégal tous les batteries non certifiées pour tous les vélos électriques. Et là aussi, on inclut tous les scooters électriques, les mobylettes, les trottinettes électriques, etc. Donc,
peut-être que les gens s'en rendent pas compte à quel point qu'il y a un énorme pourcentage de tous ces produits-là qui ont des batteries au lithium non homologuées, Ouais. surtout dès qu'on arrive. C'est non pas dans les vélos électriques avec des grandes marques, avec les moteurs Non. Shimano, les moteurs Bosch, les moteurs Yamaha, mais tous les plus d'entrée de gamme, il y en a beaucoup qui Ben oui, sont tout à fait. Ouais. Ah absolument ouais. pas, Ouais. absolument Ouais. pas homologués. C'est en fait, moi, j'ai regardé un peu finalement, il y a eu 240 incendies. Oui. Donc, Et 17 décès liés ouais, et directement 17 décès. Donc, ça donne comme. dans la ville de New Ouais, York. c'est pas un chiffre innocent, là. On Non, peut pas se dire, ah ben tiens, on va laisser faire, c'est mineur. C'est pas mineur, là, on s'entend. non. Donc, donc, effectivement, est-ce que la meilleure solution dans ce cas-là, c'est d'interdire? Point d'interrogation. Est-ce que la solution aussi, c'est de mettre tous les vélos dans le même panier? Tu le précisais à juste titre, les incendies concernaient souvent des vélos, enfin des vélos à assistance électrique, soit bas de gamme, soit des changements de batterie, soit des bricolages maison pour recharger sa batterie, soit, Des vélos soit trafiqués. des choses un petit peu, je dirais, des choses marginales un peu. On prend le problème un peu à côté. Ah, j'ai un problème avec ma batterie. Je vais pas l'acheter chez le fabricant de mon vélo parce que j'en ai trouvé une à moins cher ailleurs. Ouais. Ou j'ai perdu mon chargeur de batterie. Donc je vais utiliser un autre chargeur que j'ai trouvé. On dirait que ça marche. C'est comme ça que sont arrivés les incendies en fait. Ou même des batteries, des fois, c'est qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir à la base un système Bosch qui va Ouais, vouloir changer sa batterie, remplacer sa batterie, et plutôt que d'acheter une batterie originale, va acheter une autre batterie non certifiée qui est ouais, compatible. Ça, c'est quelque chose d'autre qui peut être vraiment un problème, là, parce que ouais, ouais. effectivement, mais là, effectivement, là, elle est où la balance entre, parce qu'on, est-ce que ça pourrait Ah, freiner ouais. finalement l'élan de la micromobilité, qui est une chose qu'on peut pas Ben oui, nier, ben oui, qui est positive. qui explose à défaut de brûler. Oui, En tout cas, non, mais en fait, je pense qu'on peut pas ralentir la machine. C'est-à-dire que le premier qui va interdire le vélo électrique, en fait, c'est déjà interdit dans les avions, d'une certaine Mm. manière. Donc, il y a déjà une interdiction qui existe et qui est réelle. C'est-à-dire qu'on peut pas trimballer son vélo électrique avec sa batterie et tout, à moins de le mettre dans un cargo, enfin bon, toute une autre organisation. Est-ce que ça pourrait se généraliser dans les villes en se disant, ah ben tiens, ça peut brûler? Honnêtement, moi je pense pas. On peut pas arrêter cette espèce d'élan qu'il y a vers la mobilité, vers le vélo assistance électrique. Par contre, il peut y avoir un contrôle là-dessus, ou, en fait, de toute façon, c'est vrai que les fabricants le disent. Utilisez le chargeur qu'on vous a fourni, utilisez la batterie qu'on vous a vendue. Je dirais, c'est pas légalement, mais la réalité, c'est ça. Et c'est toujours, les problèmes arrivent quand on sort de ce chemin tout tracé, comme on disait tout à l'heure, où on essaye d'autres trucs, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mieux contrôler la vente des batteries? Est-ce qu'il faut, il faut arriver à une solution, mais l'interdiction n'est pas une solution. Je ben, les pense pas. batteries, parce que surtout les batteries au lithium, c'est ce qui est un gros problème, parce Ouais. que tous ceux que Ouais. ça intéresse d'aller voir juste une vidéo d'un feu de batterie de lithium, c'est que c'est une explosion, là. C'est un Ouais, feu excessif. Et de ce que j'ai vu aussi dans un autre article, c'était qu'il disait, bon, dans cette loi-là, ce qui parlerait aussi, et là c'est une question de voir à qui on refile la facture, c'est qu'il disait tous les endroits aussi, donc comme les boutiques de vélos, qui entreposeraient avec ouais, beaucoup de ouais, batteries, ouais. seraient potentiellement aussi dans l'obligation de se munir, dans le fond, de systèmes d'arrosage ou contre Ouais, les ouais. incendies, d'abord pour que si ça se déclenche, Ouais, comme eux, ils ont plus de risques d'avoir des feux de ce genre, qu'il y a vraiment des ouais. équipements à leur disposition, des systèmes automatisés. Ça, c'est une autre question aussi, à qui on refile la facture, dans la mesure où là, on Mhm. parlait que les vélos, est-ce que ça pourrait faire augmenter, dans le fond,
enlever des prix des vélos plus abordables. Et après ça, dans les boutiques, est-ce que si dans les boutiques aussi, il faut qu'ils payent des milliers de dollars des pour coffres forts pour les batteries. pour les batteries, Ouais. pour Ouais. justement des systèmes anti-incendie. C'est à qui on refile la facture qui, ultimement, va se retrouver au consommateur. Ben, de manière générale, la problématique est plus la question de la batterie au lithium, finalement. Oui. Parce qu'il n'y a pas que les vélos qui sont, par exemple, interdits dans les avions. L'appareil photo, normalement, tu le mets dans ton bagage de cabine. Tu laisses pas la batterie dans ton bagage Donc, c'est tout ce qui fonctionne avec des batteries au lithium. Puis, il y en a une pelletée de produits qui fonctionnent avec ça. Donc, il y a besoin d'avoir un meilleur contrôle. Et effectivement, est-ce que ça va aller au point où, comme tu dis, on va avoir des entrepôts à batterie sécurisés, des réglementations ultra précises où tu pourras, ou alors ça va être aux fabricants de s'organiser pour que tu ne puisses pas utiliser une autre batterie que celle fournie. Alors ça veut dire un truc technique sans doute, mais je pense ils peuvent être pas très loin comme ça, mais en même temps les gens sont assez débrouillards pour contourner c'est comme pour contourner la limite de vitesse en vélo à assistance électrique. Bon, quelqu'un peut bricoler ça et puis se dire bon, le 32, moi je m'en fous, je veux aller plus vite. Puis il y a ça, mais j'en ai un exemple justement que on en a un dans le coin qui avait un vélo comme ça et il se vantait de pouvoir même monter directement dans les pistes de ski, les montagnes directement. Ben, sa maison est sous les cendres. Ah, bon. Bon, ok. Donc, c'est une réalité. Ouais, non, c'est ça. Non, puis il y a tout ce côté-là, en fait. Cela dit, un fabricant, par exemple, ton vélo se fait voler. Maintenant, avec les vélos assistance électrique connectés, tu peux t'organiser. Et c'est le moteur Valeo, qui est un fabricant de pièces d'automobile, donc qui fabrique des moteurs de vélo assistance électrique. Le gars me disait, de loin, là, avec l'application, là, je peux désengager ton moteur de ton vélo. Ça veut dire que si ton vélo se fait voler, ton moteur, il ne marchera plus, quoi. Donc, c'est sûr que le fabricant a certainement un moyen de vérifier que la batterie que tu utilises, c'est la bonne, et puis que tu recharges correctement ta batterie. Mais c'est encore plus d'effort pour eux. Ultimement, il faut qu'il y ait des réglementations. Puis, présentement, moi, ce que je trouve, puis je suis le premier à être pour encourager justement d'avoir vraiment une micro-mobilité la plus résiliente possible. Mais moi, je suis le premier à me rendre compte aussi qu'il y a des problèmes présentement. Parce que là, présentement, 32 km/h, c'est rapide pour beaucoup de gens qui ont pas nécessairement encore les capacités avec des vélos très lourds et qui veulent vraiment des vélos d'entrée de gamme. Donc, en plus d'avoir des problèmes au niveau des feux, au niveau des batteries, pour moi, il devrait même avoir des réglementations au niveau des pièces pratiquement, parce que quand je vois un vélo électrique qui pèse 50 livres, et 50, 60, 70 livres, avec des freins à disque mécaniques, excusez le terme, c'est pas des freins, c'est des ralentisseurs. Non, c'est ça. Il y a un peu un Far West présentement dans la catégorie des vélos électriques parce qu'il y a tellement de demandes. Les gens, dans le fond, il y a plein de compagnies qui veulent arriver avec des prix les plus bas possibles. Mais il y a des gros enjeux au niveau sécurité. Il y a un pas à faire au niveau de la réglementation. On a parlé de la limite de 32 km/h. On parle effectivement de la puissance du moteur, de la puissance de la batterie. Mais il y a aussi, par exemple, la nuance entre vélo à assistance électrique et puis un vélo muni d'un accélérateur. Donc ça veut dire qu'il y a un accélérateur à la poignée. En fait, il faut faire un peu le ménage dans les différents modèles qui existent. Et je pense qu'il faut autoriser des choses, limiter d'autres choses. Enfin, faut organiser un peu tout ça parce que pour l'instant, à part le fait qu'il y ait cette limite de 32, qu'il y ait une limite de puissance du moteur, puis de batterie, il y a à peu près rien d'autre. C'est-à-dire qu'on peut contourner un peu la loi en mettant des fausses petites pédales. Enfin, il y a plein de trucs qui existent pour finalement se retrouver avec des vélos qui sont dangereux
Alors, on parle d'incendie, mais on parle d'autres problématiques au niveau de la prise de risque sur des pistes cyclables, la vitesse maximum, etc., etc., quoi. Puis le poids des vélos, effectivement, un vélo de 50 kilos qui freine pas, c'est embêtant. C'est ça, je crois qu'il va falloir qu'il y ait vraiment un resserrement de plusieurs règles à plusieurs niveaux. Par où ça passe? Est-ce que c'est au niveau des équipements, au niveau des infrastructures? Il y en a même qui parlent après ça, là c'est un autre débat qu'on pourrait parler d'avoir des permis. Est-ce que les utilisateurs devraient avoir des permis d'utilisation? Ça, c'est un autre débat qu'on ne réglera pas aujourd'hui. Mais, ben écoute, je pense que pour aujourd'hui... Mais ça se discute par contre. Le ministère est en train de... Ça se discute. Il y a des organisations qui ont proposé des choses au niveau du ministère pour leur dire... Bon, Vélo Québec le fait, d'autres organisations aussi. Et en fait, tout le monde est d'accord, il faut mieux organiser tout ça. Donc, mais toi, est-ce que tu crois que ce serait quelque chose de positif dans le portrait global, d'avoir des... On s'éloigne un peu du sujet des batteries, mais je pense que c'est quand même intéressant. Est-ce que tu penses que d'un point de vue global, le fait d'imposer peut-être justement d'avoir des enregistrements, d'avoir des permis de conduire comme on a pour en voiture, et où entre la sécurité, entre l'aspect sécurité et l'aspect accessibilité, parce que ça aussi c'est quelque chose qui pourrait refroidir beaucoup de gens. Mais c'est quand même bizarre parce que ce serait comme un espèce de retour en arrière, parce qu'il fut un temps où il fallait avoir une plaque sur son vélo. Donc, puis malgré tout, un vélo à assistance électrique, ça reste un vélo avec en fait, avec une... Bon, on a parlé des incendies et tout, mais il y a quand même un risque quand même limité quelque part, quoi. Donc par rapport à d'autres véhicules plus gros, plus massifs, plus dangereux, quoi. Je pense qu'il faut surtout, à défaut d'avoir une licence ou un enregistrement, il faut surtout mieux organiser ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire avec un vélo à assistance électrique. Comme il y a la question qui n'est pas tout à fait réglée ici, mais qui est en Europe, où il y a les speedelec, c'est finalement ces vélos qui sont limités à 40 et quelques kilomètres heure. En principe, ils n'ont pas le droit d'être sur la voie publique. C'est le cas en Europe, mais ou à moins d'avoir un permis. Enfin bon, faut réglementer tout ça pour pas se retrouver finalement avec des motos à pédales électriques, quoi, qui ont la capacité et la puissance des motos, mais pas les obligations qui vont avec, quoi. Et qui en font utilisent en plus les mêmes mêmes pistes que les piétons et ceux qui sont en plus à multi-usage. C'est sûr que les pistes cyclables, là, il y a des questions qui se posent. Hein, puis l'association des pistes cyclables, justement, travaille un peu là-dessus. Ils ont fait des vidéos pour expliquer que si vous avez un vélo à assistance électrique, vous avez le devoir aussi de vous conduire. Enfin, ils donnaient des conseils pour justement que ce soit qu'il y ait une conduite judicieuse là, et adaptée, quoi. C'est pas parce que ton vélo à assistance électrique te donne le droit d'aller sur la piste cyclable que tu as le droit de tout faire finalement là-dessus, quoi. Donc, effectivement. Il faut organiser tout ça. En fait, on est dans un espèce de balbutiement d'une nouvelle mobilité. Ben, il faut l'organiser. Alors, c'est sûr que pour l'instant, ça peut être un petit peu le bordel, on va dire le mot. Mais ça doit s'organiser et il faut que ça s'organise, quoi. Mais faut jamais oublier que c'est quand même positif. On va vers une mobilité différente. Et pour moi, le vélo à assistance électrique, ça peut être l'avenir des villes. Ça peut donner des villes qui respirent mieux, où c'est plus fluide, etc., etc. Donc, c'est quand même grandement positif, mais il y a des ajustements à faire. Moi, je serais curieux s'il y en a qui écoutent cet épisode sur les différentes plateformes. Dans les commentaires, je serais curieux de lancer un peu la discussion, lancer le débat. Qu'est-ce que vous croyez, dans le fond, où les réglementations devraient se rendre, ou est-ce qu'on devrait laisser une totale liberté? Ça, je pense que c'est vraiment un débat qui est à avoir dans la société en général. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup, Jacques. Et le premier épisode, dans le fond, le premier magazine Vélomag, ça va être pour quand? On est en train de le préparer activement. Il va être aux alentours de la début mars.
du début du mois de mars, hein, avec des belles nouveautés cette année. Donc, non, non, on est très content en fait. Chaque année, on se dit, ah ben tiens, on va aborder des nouvelles choses, on va avoir des nouveaux chroniqueurs. Enfin bon, non, non, c'est le monde du vélo là, c'est jamais fini. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau. C'est ça qui est fantastique. C'est pas toi qui vas me contredire. Non, on est toujours en constante Ouais, formation, ouais, en ouais. formation perpétuelle. Fait que, ben, écoute, merci beaucoup, Jacques, et on se revoit probablement pour une prochaine capsule d'actualité bientôt. Merci. Puis moi, c'est un vrai plaisir de parler avec toi. Super, ben on se revoit bientôt, salut. Salut. Bye. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Avec une approche personnalisée, des technologies comme la cartographie de pression de selle et les capteurs de mouvement dynamique et bien entendu, mon expérience et savoir-faire, le confort et l'optimisation de votre vélo vous attend. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Vélo Geek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Guide d'achat, banc d'essai, guide d'activité, voyage, nutrition, entraînement, trucs de pro, Vélomag aborde le vélo sous tous ses angles. Disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levélomag.com.